vous êtes des jeunes chercheurs et donc la jeunesse pour moi c'est la mise en danger. Et donc mon propos c'est de vous mettre en danger, c'est-à-dire de vous expliquer qu'on est très 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 loin de la médecine de précision, on est encore très largement dans la médecine de l'imprécision. Pour vous donner quand même un exemple de ce qu'on appelle la médecine de précision, malheureusement je pense qu'il faut revenir à des choses un peu guerriers, hein. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les frappes chirurgicales. Les frappes chirurgicales, on sait aujourd'hui finalement que ça frappe assez rarement l'ennemi, que de manière un petit peu gentille, on dit que ça fait quelques dégâts collatéraux et que souvent ça tue beaucoup finalement de bien portants. Et donc on est quand même encore à ce niveau-là, à mon sens, de la médecine de précision. Deuxième commentaire que je voudrais faire, parce que vous travaillez dans des systèmes très monocellulaires, monomoléculaires, etc., et que finalement la précision de l'ADN et par exemple du codage d'une protéine, on ne peut pas remettre en question ça. La grande problématique, c'est de passer de ces modèles très simples à des modèles extrêmement complexes et intégrés, et où là, finalement, on ne vous demande pas une précision moléculaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une précision clinique. Et c'est ça tout l'enjeu de la médecine de précision. Et je rappelle quand même qu'on a un petit peu modifié notre langage, notre sémantique. On a commencé par dire, il y a quelques années, on faisait de la médecine personnalisée. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est descendu d'un cran, on est passé d'une médecine personnalisée à une médecine de précision. Et vous verrez que mon exposé est d'abord une médecine de l'imprécision. Alors, voilà. Oups. Alors, vous savez que vous êtes à l'INSERM aussi, et donc je suis donc en train de vous parler à l'université française, à la recherche française, et donc je me dois aussi de vous montrer mes liens d'intérêt. C'est une grosse polémique en France, et vous deviez absolument être concerné par ça. Et en ce qui me concerne, je travaille dans le public, et mon principal lien d'intérêt, c'est d'appeler hier un industriel aux États-Unis et d'essayer d'obtenir via la NSM une molécule qui n'est pas encore commercialisée pour le donner à une malade qui est en train de mourir si je ne trouve pas cette molécule. C'est ça pour moi au quotidien, mon lien principal d'intérêt, et c'est pour ça que j'ai besoin en permanence de travailler avec les industriels. Alors, premièrement, première grande partie, je dirais, c'est un défi faustien, la médecine de précision, et en particulier dans le cancer du poumon. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il y a 4 grands cancers qui tuent les gens, le sein, la prostate, le côlon, le rectum et la bronche. À peu près autant de cas de cancer de ces 4 types-là en France, environ 40 000. Mais si vous regardez finalement la survie à 5 ans, vous voyez qu'en gros, le cancer du poumon, à 5 ans, on n'a pratiquement aucune chance d'être vivant. Et il y a encore quelques années, l'incidence et la prévalence étaient équivalentes. La meilleure médecine de précision, c'est quand même de ne pas fumer. Et en plus, ces malades arrivent à un stade très avancé, 2 fois sur 3, ils ont des maladies étendues, donc que l'on ne pourra pas guérir avec quelle que soit la médecine de précision, sauf peut-être la chirurgie. C'est une autre problématique de médecine de précision. Deuxième élément de défi faustien dans la médecine de précision, c'est que le poumon est un organe extraordinairement complexe, puisque c'est un organe à la fois qui est un organe de conduction, c'est en même temps un organe d'échange entre un milieu aérien et un milieu liquide, et c'est un organe qui devient de tubulaire à planaire. Donc vous comprenez que la complexité de cet organe reflète aussi une complexité cellulaire, et que malheureusement, il y a environ une trentaine de cellules, de types de cellules dans le poumon, et donc potentiellement une trentaine de types de cancers qui vont pouvoir survenir dans ce poumon. Et très très schématiquement encore aujourd'hui, on en est à 3 grandes catégories de cancers. Des catégories de cancers qui vont naître sur un épithélium qui reste ce qu'il était, donc il ne va pas y avoir de modification, de ce qu'on appelle de modification de l'épithélium, et donc c'est ce qui va donner des adénocarcinomes, et c'est la plupart des cancers du poumon aujourd'hui, ce sont des adénocarcinomes, donc qui respectent la cellule initiale. Ensuite, on peut avoir une métaplasie, c'est-à-dire qu'on va transformer l'épithélium en un épithélium dit malpillien, comme celui de la peau, et ça va donner des carcinomes épidermoïdes qui sont moins fréquents. Et puis, il y a un système aussi un peu particulier qui est le système neuroendocrine, qui fait que des cellules vont être dispersées dans tous les épithéliums, des cellules neuroendocrines qui peuvent aussi donner des cancers à petites cellules qui sont assez rares. Donc vous comprenez aussi que là encore, on est dans un défi faustien. Troisième élément de défi faustien, c'est celui-ci. Malheureusement, avec l'imagerie,
on sait que très peu de cancers sont localisés, la plupart sont étendus dans différents organes, et ça veut dire que s'ils sont étendus dans différents organes, eh bien malheureusement, il y a aussi une hétérogénéité clonale, c'est-à-dire que la tumeur qui est née initialement dans le poumon ne va pas être la même dans le cerveau, dans l'os ou dans le rein. Vous comprenez aussi l'imprécision qu'apporte cette maladie disséminée, puisque si on va dans le cerveau, c'est qu'on a été capable, d'une part, de partir, de circuler, mais aussi de pénétrer le cerveau, ce qui est quand même pas facile. Dernière imprécision, c'est celle-là. Aujourd'hui, nous, on dit un malade, il a un adénocarcinome. En gros, un malade, il a un déjeuner sur l'herbe. Et vous voyez que 3 interprétations totalement différentes de ce qu'est un adénocarcinome. Pour vous montrer la complexité du tissu. Quand on dit adénocarcinome, voilà ce qu'on dit en fait. On dit 3 choses qui n'ont, au fond, peu de rapport entre eux. La dernière, et non pas la plus simple complexité de ce défi faustien, c'est qu'on n'a pas affaire à un agent infectieux. Il ne s'agit pas de quelque chose qui ne nous appartient pas. Dans 99% des cellules tumorales, c'est vous normal. Et donc comment on va être précis pour ne tuer que ce qui est anormal dans ce qui est normal. Donc vous comprenez que premier élément de réflexion, c'est qu'aujourd'hui, parler de médecine de précision va être extrêmement complexe en général, et en particulier dans le cancer du poumon. Alors quand même, malgré tout, il y a une nécessité darwinienne de parler de médecine de précision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une explosion technologique, il y a une explosion pharmacologique qui fait qu'il y a un pas, il y a un gap qui apparaît. Jusque dans les années 2000, on pouvait traiter des cancers du poumon par des chimiothérapies qui agissent essentiellement sur le cycle cellulaire. Vous voyez, grand essai thérapeutique utilisant 4 doublés différents de chimiothérapie avec strictement également le même résultat, une médiane de survie globale de 9 mois. 50% des gens qui ont un cancer du poumon en 2000 mouraient en moins de 9 mois. Ces courbes, c'est des courbes de survie, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte le premier traitement, le deuxième traitement, le troisième traitement. Il y a des autres types de courbes que je vous montrerai peut-être, qui s'appellent les courbes de survie sans progression, qui à ce moment-là identifient vraiment l'effet propre du médicament sur la maladie. Donc ça, c'est l'accumulation des traitements qui dit « je commence par un doublet de platine, et vous voyez, quel que soit lequel doublet de platine que j'utilise, mon effet est à peu près similaire et assez peu glorieux. » Et donc, on essaie de faire des traitements de deuxième ligne. C'est-à-dire qu'une fois que la première ligne a été épuisée, on essaye des chimiothérapies de deuxième ligne. Et vous voyez qu'il y a une très grande liste de chimiothérapies de deuxième ligne qui ont été testées, ou de traitements de deuxième ligne. On a effectivement constitué un traitement de référence de deuxième ligne qui est une monochimiothérapie par docétaxel contre placebo. C'est-à-dire qu'on n'avait rien, on a donné une chimiothérapie, c'était un peu mieux que rien. Et puis, juste en dessous, vous avez une molécule qui s'appelle l'erlotinib, qui est effectivement une thérapeutique ciblée dont je vais vous reparler, qui cible le GFR. Et vous voyez que l'erlotinib, c'est un peu mieux que rien. Okay ? Et puis en dessous, vous allez avoir une molécule de chimiothérapie qui va être aussi efficace que l'ancienne, mais un peu moins toxique. Et puis derrière, c'est le codon stop. C'est-à-dire toutes les molécules et tous les nombreux milliers de dizaines de milliers qu'on a mis dans ces thérapeutiques, eh bien, n'ont pas permis d'améliorer ce pronostic. La nécessité darwinienne, elle est là aussi. Elle vient de vous, elle vient de la recherche fondamentale, qu'elle soit en imagerie, en technologie ou en biologie. C'est la complexité du tissu cancéreux qui est mise en évidence. La cellule cancéreuse, en fait, n'est rien en soi. Elle n'est que intéressante parce qu'elle va modifier son environnement, le pervertir et favoriser sa croissance, son développement et son site métastatique. Et puis à droite, eh bien, vous avez tous ces outils qui sont des outils soit d'imagerie macroscopique, mais aussi finalement d'imagerie microscopique, moléculaire, qui se sont réunis pour mieux comprendre en clinique ces anomalies. Et puis, il y a une autre nécessité darwinienne, qui est, alors excusez-moi, la diapositive est un peu cachée, c'est une petite animation. En fait, à gauche, vous avez ce que les industriels ont mis dans le pot pour obtenir des innovations thérapeutiques, et puis, je suis désolé, c'est caché, ce n'est pas fait exprès, ce qu'ils retiraient finalement comme bénéfice. Et à un moment donné, les bénéfices ont été inférieurs de l'investissement. Donc il a dû y avoir clairement un changement de paradigme de la part des industriels, et c'est aussi pour ça qu'est née la médecine de précision.
Un autre élément essentiel, c'est l'attrition des économies. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre la même quantité d'argent dans la recherche, et donc il faut qu'elle soit mieux orientée. Il est clair que la médecine de précision, c'est un défi par rapport à ça. L'autre élément essentiel aussi de la médecine de précision et de son impact, c'est son impact médiatique sur les malades. Ici, un essai thérapeutique à droite, un malade que vous voyez fatigué, qui va mourir quelques semaines après. À gauche, c'est quasiment le même malade, oui, c'est son frère jumeau, son cousin, etc., qui lui a eu l'essai thérapeutique avec la thérapeutique ciblée, qui aujourd'hui est devenu le traitement de référence de ce cancer de la peau qu'on appelle le mélanome. Et aujourd'hui, il est très difficile de concevoir des essais thérapeutiques. On va clairement proposer un traitement qui ne marche pas, un traitement dont on sait avant même de le donner qu'il va marcher. Donc il y a aussi une grande modification pour nous des stratégies d'évaluation des médicaments. Alors un exemple maintenant de médecine de précision et comment est née cette médecine de précision. Alors au départ, elle naît d'un récepteur membranaire que vous connaissez pour certains, qui est un récepteur transmembranaire, celui de l'EGFR, c'est un récepteur donc à l'EGF, partie extracellulaire, transmembranaire, intracellulaire, avec cette fameuse kinase qui fait que la protéine ayant vu son ligand va être activée, transactivée, et donc va conduire un signal de prolifération, etc. etc. Et puis ces différentes parties sur le plan de ces exons. Alors, ces molécules, c'est un peu compliqué à faire passer les diapositives, je suis désolé. Donc, les molécules dont je vais parler, comme l'erlotinib ou le gefitinib ou l'afatinib, sont des petites molécules qui sont des ATP mimétiques, qui vont se mettre dans la poche spécifiquement d'un récepteur, et donc qui va bloquer la transduction du signal dans ce récepteur. Voilà un petit peu le principe de ces molécules ciblées. Donc, elles sont relativement ciblées, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais en fait, elles ne sont pas si ciblées que ça. Le développement de ces molécules est parti de manière classique. Donc on les a testées, par exemple, in vitro sur des lignées. Ce qui est assez rigolo, c'est que les lignées sur lesquelles on les a testées, c'est des lignées de carcinome épidermoïde, A431, ou des lignées de côlon qui, effectivement, surexpriment ce récepteur de manière, je dirais, constitutionnelle. Et puis, voilà ce que ça a donné, finalement, en clinique. En clinique, ça a donné le premier essai thérapeutique, dont je vous ai montré les résultats tout à l'heure, de l'erlotinib versus placebo, avec un effet qui est très modeste, et la constatation d'un certain degré de déception, c'est que quand la protéine est surexprimée, peut-être que l'effet thérapeutique est un peu meilleur. En revanche, ce que ça a permis de remarquer, c'est qu'il y avait des populations de malades qui bénéficiaient de manière considérable du traitement, indépendamment du fait qu'ils aient ou pas une forte expression de l'EGFR, des non-fumeurs et des asiatiques. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a une approche descendante, on a pris les tissus de ces malades, on a comparé leur génome entre des tissus de malades qui ne répondaient pas et de malades qui répondaient, et effectivement, on a trouvé une mutation dans ce gène de l'EGFR, voilà, 2 équipes américaines, et ces mutations, effectivement, elles sont à l'intérieur des 4 exons qui codent pour la tyrosine kinase du récepteur, et il y a 2 hotspots qui représentent 90% à peu près des mutations dites d'activation, d'addiction oncogénique chez les malades qui portent cette mutation et qui vont devenir ultra sensibles à la thérapeutique ciblée. Alors ensuite, du coup, on est revenu sur l'animal. On a créé des animaux dans lesquels on mettait un gène EGFR muté qui pouvait s'allumer ou s'éteindre avec un système DOX. Et puis, on a vu que quand on éteignait le récepteur muté, la maladie disparaît. Quand on le rallume, la maladie réapparaît. Et quand on met le médicament, on obtient la même chose. Donc on montre que c'est oncogénique, on montre qu'il y a aussi une addiction oncogénique. Et ensuite, on est passé donc de l'animal à l'homme. Et cet essai est remarquable, et probablement on n'arrivera plus à le refaire, puisqu'il a considéré à concentrer des patients qui avaient des facteurs de prédisposition à cette mutation, par le sexe, l'âge, etc., à les traiter avec cette molécule ciblée versus une chimiothérapie et à regarder ce qui se passe. Là, on s'intéresse à des PFS, donc l'effet réellement du produit sur le malade. Et on voit que les 2 courbes se croisent, les courbes de PFS se croisent. Donc pour faire aussi la recherche clinique, on a besoin de mathématiciens qui nous permettent d'analyser ces courbes et de nous dire il y a 1 population, 2 populations, 10 populations. D'accord? Et effectivement, il y a à l'évidence 2 populations. Il y a la population du haut, 60% des malades qu'on ne peut pas complètement caractériser par leur phénotype, qui présentent une mutation de sensibilité, et vous voyez que tous ces malades bénéficient plus du traitement que la chimiothérapie. Et en dessous, au contraire,
vous avez des malades qui ne présentent pas la mutation et qui ont pourtant les mêmes caractéristiques cliniques. Et vous voyez que non seulement donner la molécule, ça ne fait rien, c'est délétère. C'est beaucoup moins bien qu'une chimiothérapie conventionnelle. Donc ensuite, on a pu définir un petit peu cliniquement ce que c'est qu'une addiction oncogénique, une dépendance oncogénique. C'est chez un malade ou chez une population de malades, des répondeurs dans 70% des cas, 80% de contrôle de la maladie, et quel que soit le moment où on les traite dans la maladie, à condition qu'ils n'aient pas été préexposés à une thérapeutique qui cible ça, sinon on va avoir des phénomènes, malheureusement, de résistance. C'est comme en bactériologie, c'est comme en virologie. Si vous êtes efficace, alors vous créez de la résistance. Je ne rentrerai pas dans ce dossier-là, mais c'est comme ça qu'on a créé, pas à pas, les standards de traitement du VIH et de la tuberculose, parce qu'on a vu qu'on ne pouvait lutter contre ces maladies que par des associations qui luttaient contre la résistance. Une autre manière d'aborder les choses, c'est de le faire maintenant à partir du laboratoire. C'est-à-dire vous allez vous chercher, soit par des modèles similaires de maladies, des gènes d'addiction que nous, on va rechercher dans le cancer du poumon, soit vous allez créer des modèles cellulaires ou animaux et vous allez screener des addictions éventuellement, chercher des molécules et ensuite on va voir si ça existe dans nos maladies. Et effectivement, ça existe et on a au moins 3 grands types aujourd'hui d'addictions oncogéniques. Des amplifications, ce n'est pas très clair dans le poumon, c'est-à-dire on multiplie le gène et donc on a plus de protéines. Comme je l'ai montré, des mutations ponctuelles ou des délétions courtes dans des séquences de kinase qui vont créer de l'addiction. Des très grands réarrangements avec 2 chromosomes au sein d'un chromosome et 2 protéines, avec des néoprotéines. Et très récemment, on a découvert encore un nouveau système d'addiction oncogénique, qui est encore assez original, qui en fait ne modifie pas la molécule par elle-même en termes d'activité, mais qui va l'empêcher d'être catalysée. C'est la mutation, les délétions des O14 qui vont empêcher la molécule de s'émettre, dans le cas présent, d'être métabolisée par les cellules. Donc il y aura une persistance du signal permanent. Aujourd'hui, on a une chance inouïe en France. Il n'y a pas un autre pays au monde où les malades ont gratuitement un test de détection d'une addiction oncogénique dans le cancer du poumon. Pas un autre pays au monde où on teste tous les jours, tous les ans, 25 000 malades avec cancer du poumon pour trouver environ 10% d'addiction oncogénique vis-à-vis de l'EGFR et 50% des réarrangements de HAP. Donc vous voyez que c'est une chance inouïe de vivre en France. Et bien sûr, ça a un effet majeur. Vous voyez que la courbe en bleu, c'est la courbe d'un malade qui a une addiction oncogénique et qui a eu la chance d'avoir un médicament adapté, et la courbe en rouge, celle d'un malade qui n'a pas excédé un traitement adapté. Alors, oui, effectivement, et je vais bientôt conclure sur les dangers de cette médecine dite de précision. Premier danger, c'est de se dire « Ah, bon, c'est bon, on va y aller, on va trouver des protéines, on va dire qu'elles sont oncogéniques, on va dire qu'elles sont addictives pour la tumeur, et puis on va mettre des molécules sur 1 ou 2 marqueurs qu'on aura bricolés dans notre coin. » Effectivement, le poumon, c'est un très bon marché, c'est 25% actuellement des développements de molécules. Mais effectivement, ce n'est pas moi qui le dis, Frost et Sullivan, ce sont des financiers qui disent que, oui, mais de temps en temps, quand même, ça ne marche pas bien. Et donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle approche de la médecine de précision qu'il faut la faire n'importe comment. Parce qu'on a beau expliquer parfois aux industriels qu'ils font n'importe quoi, ils continuent parfois à faire n'importe quoi. Et cette histoire est malheureusement dramatique. Je suis très impliqué dans cette histoire-là, où à partir d'un essai de phase 2 avec une quarantaine de malades, les mathématiciens, les statisticiens attachés à l'industriel ont créé un biomarqueur prédictif et pronostique et se sont lancés derrière avec un essai thérapeutique à plus de 1000 malades, sur la foi de ce biomarqueur qui, à l'évidence, n'a pas respecté les cahier des charges d'un biomarqueur. Et donc, on explique à la population générale que c'est merveilleux. On a une nouvelle voie thérapeutique ciblée chez les malades qui diront une surexpression de MET. Et puis, oui, cette fois-ci, dans les journaux financiers, on dit qu'on a arrêté, que ça a fait un flop, ce développement. Et donc, la molécule a été arrêtée. Et de la même manière, il ne faut pas absolument fermer des molécules pour lesquelles on n'a pas a priori d'éléments d'addiction oncogénique ou de bons biomarqueurs. Il faut les tester dans la population générale. Et c'est l'explosion de l'immunothérapie à ce propos-là, parce que finalement, ils peuvent avoir un effet qui n'est pas très différent de la chimiothérapie conventionnelle. Pas tellement d'efficacité différente, immédiate de la chimiothérapie conventionnelle.
mais ils vont avoir un effet rémanent extrêmement important. Ils vont modifier profondément la tumeur, au point que, vous voyez qu'à gauche, 20% des malades bénéficient du traitement contre 6% de la chimiothérapie. Et vous voyez à droite l'effet sur la survie globale. 100% des malades qui ont été exposés à une immunothérapie vont bénéficier un jour ou l'autre, quelque part, sur leur survie globale de l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, elle ne cible pas du tout la cellule cancéreuse. Elle cible son environnement. Donc vous voyez bien qu'il faut faire très attention dans cette médecine de précision, parce qu'il ne faut pas non plus absolument se focaliser, s'obséder là-dessus, mais être très ouvert, et c'est votre job à vous, jeunes, d'être très ouvert, d'être iconoclaste pour rechercher aussi d'autres facteurs de prédiction. Et effectivement, je vous l'ai dit, on est passé de la médecine personnalisée à la médecine de précision, et ce sera ma diapositive de conclusion, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce dont je vous ai parlé, et encore, c'est un tout petit bout, c'est même pas ce petit cercle jaune, c'est effectivement des situations où on est capable d'identifier une anomalie moléculaire pour laquelle on sait qu'en première ligne de traitement, on va avoir un bénéfice d'environ 12 mois de traitement avec un comprimé par jour sur la qualité de vie du malade et sur la régression de la tumeur. Mais la médecine personnalisée, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est dire bonjour au malade, c'est lui faire une prise de sang, c'est expliquer son diagnostic, etc., etc. C'est ça la médecine personnalisée. Ça ne sera jamais la médecine moléculaire. Je vous remercie.